Le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine avec nos intervenants. Richard Licia, éditorialiste au quotidien du Médecin, François Hesbourg, conseiller à l'Institut d'études stratégiques basé à Londres, Anne-Sophie Seban, chercheure et directrice de l'American Jewish Committee, et avec nous également tout à l'heure en Zoom, Rachel Binas, qui signe une enquête sur le Hezbollah dans le magazine Le Point. On va donc parler avec vous de l'investiture ou pas d'un nouveau gouvernement en Israël. Le vote de la Knesset doit intervenir cet après-midi à 15 heures. Nous parlerons de la situation politique en France avec un nouveau dérapage de Jean-Luc Mélenchon et le procès de la gifle d'Amien Tarel, cet homme de 28 ans condamné à 18 mois de prison dans 4 fermes pour agression contre le chef de l'État. Alors, on va commencer sur... on attend Richard Licia qui devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre et qui a consacré des blogs à chacun de ces deux événements. Le dérapage de Jean-Luc Mélenchon et la gifle l'agression contre le chef de l'État. L'un a d'ailleurs fait oublier l'autre, mais la gravité est la même pour vous, François Hesbourg? Elle n'est absolument pas de même nature. Des choses peuvent être différemment graves, mais elles ne sont pas... c'est un peu comme si vous me demandiez qu'est-ce qui est le plus grave, l'incendie d'une maison avec des personnes dedans, ou je ne sais pas, une personne qui se fait écraser par un autobus. On ne fait pas ce genre de comparaison. Et dans les deux cas, on voit bien une dérive vers le manque de civilité, le manque d'unité nationale. Et alors, il ne faut pas non plus que le discours dérape trop facilement vers des formules à l'emporte-pièce sur la guerre civile. Nos amis américains, eux, ils règlent quand même leurs différends à coup de fusil à coup de fusil d'assaut et de prise d'assaut du Capitole. Et on est quand même pas tout à fait arrivé à ce stade de délitement. Et pourtant, même si les Américains sont très conscients de la façon dont leur démocratie est menacée, personne n'en tire la conclusion que l'existence des États-Unis en tant que tels sont menacés, alors que parfois on a l'impression, notamment dans certains discours du style Zemmour, que l'existence même de la France est menacée. Je ne crois pas que l'existence de la France soit menacée. Il faut quand même ramener les choses à certaines proportions, tout en constatant que la situation est très inquiétante. Est-ce que ce climat, justement, peut tenir pendant toute une campagne? Est-ce que la campagne des régionales, on va voter dimanche prochain et le dimanche suivant, va continuer à être sous tension, comme elle l'est aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de raison particulière pour que les gens s'assagissent. Ce n'est pas dans leur nature, hein, ni du côté de certains responsables. Je pense notamment à M. Mélenchon. Je ne pense pas qu'on en changera la nature dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Ou du côté d'éléments de l'électorat qui se sont radicalisés par le jeu des algorithmes des réseaux sociaux. Malheureusement, ça fait partie de la toile de fond générale. Anne-Sophie Seban. Oui, moi j'aimerais juste rappeler un point sur Mélenchon. Beaucoup d'observateurs ont parlé de dérapage, mais il faut bien voir que
c'est pas un dérapage. Le complotisme chez Mélenchon, c'est pas un accident, mais c'est vraiment un tropisme. Et cet incident, ça vient à la suite de déclarations qu'il a fait au cours des dernières années. On se souvient au moment des perquisitions du siège de LFI, ses accusations contre la justice. On se souvient de ses posts au moment de la défaite de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, de ses accusations contre le CRIF. Enfin voilà, son complotisme, il est dirigé vers une certaine partie de son électorat qui est substantielle. Et c'est pas un accident. Et d'ailleurs, une étude, je crois que de l'année dernière, sur le complotisme chez les Français, notait par exemple, c'était l'étude de Conspiracy Watch et de la Fondation Jean Jaurès, que 22% des Français interrogés approuvent l'idée qu'il existe un complot sioniste mondial. Et parmi eux, enfin, voilà, ce pourcentage-là est beaucoup plus élevé chez les sympathisants de LFI. C'est 33% des sympathisants de LFI qui adhèrent à ce type d'idée. Idem pour la théorie du complot consistant à dire que le 11 septembre est une machination. Alors, est-ce que, je veux dire, il y a eu employé depuis, il y a eu la manifestation d'hier où Mélenchon, la manifestation contre le Rassemblement national, où Mélenchon a été d'ailleurs enfariné. Oui, je crois que François de Rugy aussi a été enfariné le même jour. Là, j'allais dire, on est dans un registre, j'allais dire fort heureusement un peu différent. Et l'entartage, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, la grande mode, c'était d'entarter les responsables politiques en campagne, ou le farinage. Et là, on est quelque part entre Mardi Gras et la parodie de la violence. Et alors, là encore, il faut faire attention, ça peut cacher des choses plus sombres, mais il ne faut pas les traiter tout à fait sur le même mode. J'ajoute que je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur Mélenchon, et c'est bien d'où mon pessimisme d'ailleurs. Hein. Non seulement il ne changera pas sa nature, mais son intérêt électoral, malheureusement, converge avec ses postures et ses attitudes et ses prises de position. Alors, dans les régionales qui s'annoncent les 20 et 27 juin prochains, le Rassemblement national est donné en tête dans 6 régions métropolitaines sur 13, et le Front républicain vacille un peu. On parle d'ailleurs de fusion technique. Pour l'instant, seuls le PS et le PC se disent prêts à se retirer en cas de... oui, ça vous fait sourire. Oui. Ça verra qu'elle est bonne, cette nouvelle, est inattendue et puissante. Comme dirait l'autre, que l'on ait à se réjouir de quelque chose qui devrait être à la fois évident et qui devrait être moins mesquin, que cela nous donne quand même une assez bonne idée de la détérioration des quelques disciplines qui continuaient à fonctionner au cours de la décennie précédente dans la lutte contre le Front National. Moi, j'ai quand même très peur que dans une ou deux de ces grandes régions, les régions redessinées, que la liste du Front National, Rassemblement National, ne passe au profit de cet arc républicain qui ici ou là donne quand même des signes de désintégration. Alors Emmanuel Macron a fait une allocution mercredi dernier devant le Forum global de l'AJC. Il s'est engagé à faire évoluer le droit français sur l'affaire Sarah Halimi, à combattre l'antisémitisme avec une détermination sans faille et à trouver des solutions sur le dossier nucléaire iranien dont on va parler dans un instant. Vous voulez dire un mot de cette allocution, Anne-Sophie? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était un discours très attendu pour nous, une marque aussi du crédit qu'il accorde à notre organisation. Donc, on attendait beaucoup de ce discours qui nous a fait l'honneur de donner donc, il y a quelques jours. Il a évoqué tous les sujets qui sont des priorités pour l'American Jewish Committee, effectivement. Le dossier iranien, en rappelant l'engagement de la France sur ce dossier et sa détermination à adresser non seulement la menace nucléaire, mais aussi les 2 autres piliers qu'il avait d'ailleurs présentés comme ça déjà il y a quelques années dans la stratégie française, donc la prolifération balistique et la déstabilisation régionale faite par l'Iran. Donc évidemment très important pour nous. Pas d'annonce
nouvelle particulière, mais un engagement symbolique et très important pour notre organisation. Alors, il a dit dans cette allocution, il a évoqué la question iranienne à propos de l'Iran. Nous nous employons à trouver des solutions avec Joe Biden qui préservent la sécurité et la stabilité de la région. Téhéran doit faire preuve de responsabilité. Comment vous interprétez cela, François Hesbourg? Bon, les vœux pieux n'ont jamais tué personne, hein, et appeler l'Iran à de la responsabilité dans les affaires régionales, ça ne mange pas de pain. Et je ne suis pas sûr que que le niveau d'écoute à Téhéran sur ce sujet-là soit particulièrement élevé. Et les Iraniens, eux, s'en tiennent, et avec, semble-t-il, un succès, à leur ligne de toujours, qui est que la négociation nucléaire est une négociation sur le nucléaire. Ça s'était passé comme ça sous Obama, et ça se passe comme ça en ce moment. Les Français, eux, essayent, comme dans le passé, et à juste titre d'ailleurs, et les chances de réussite sont très faibles, mais ça vaut le coup quand même de pousser. Les Français ont toujours essayé de mettre la question balistique sur le tapis. Soit comme un accord parallèle, soit comme une extension. Je crains que ça ne marche pas. Et sur les aspects régionaux, les Iraniens ont toujours, avec une grande constance et une grande réussite, dit non, non et non. Et à ma connaissance, Biden, qui est de ce point de vue-là, j'allais dire plus réaliste qu'Obama, Biden ne passera pas beaucoup de temps à casser sa tête contre ce mur-là. Et pour Téhéran, et la relation avec les Hezbollah et donc avec la Syrie est un intérêt vital du régime iranien. Et donc, si c'est vital pour le régime iranien ne va pas se faire harakiri uniquement pour ne pas démentir Emmanuel Macron lorsqu'il appelle au sens des responsabilités. Donc là, je crains qu'on soit vraiment dans les vœux pieux. Et la conférence de Vienne sur le nucléaire iranien qui a lieu donc en ce moment ne changera rien à cet état de choses. Au plan régional, non. Ce qui se passe entre Téhéran, Damas, les quatre capitales arabes, nos quatre capitales arabes, comme disent les Iraniens, à Beyrouth, Damas, Sanaa, Bagdad. Et non, ça ne changera pas. Par contre, les discussions de Vienne, la négociation de Vienne, quelque chose d'assez compliqué avec des Américains et des Iraniens qui refusent d'un commun accord de ne pas se rencontrer directement, mais uniquement par le truchement des Européens, tout en tenant au courant par ailleurs les Russes et les Chinois qui sont partie prenante dans l'accord nucléaire, ce qu'il ne faut jamais oublier. Cette négociation-là a des chances, semble-t-il, fortes de déboucher, de réussir, mais dans son domaine, à savoir le nucléaire. On va marquer une pause et le 4 quarts de la semaine revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec Richard Lissiat qu'on cherche à joindre mais qui devrait être là d'ici la fin de l'émission, du moins nous l'espérons. Rachel Binas qu'on joindra tout à l'heure pour parler du Hezbollah, et on en était avec Anne-Sophie Seban et avec François Hesbourg à parler du nucléaire iranien. Il faut dire que des élections présidentielles s'ouvrent en Iran dans le même temps, dans les jours qui viennent. François Hesbourg, qu'est-ce qui devrait changer alors que les perspectives du nucléaire iranien se précisent maintenant? On parle même de
entre 3 et 6 mois. Vous confirmez cela? Moi, je ne confirme rien du tout parce que je ne sais pas sur quoi va déboucher exactement la négociation. Lorsqu'une négociation a de fortes chances d'aboutir, en général, les participants cachent leurs cartes le plus possible. C'est tout à fait naturel. On sort des postures pour se retrouver dans le dur. Hein. Et là, tous les bruits, qu'ils soient américains, européens ou iraniens, convergent, à savoir que cette négociation va probablement aboutir. Alors, ce qui est vrai, c'est que pendant que les Américains de Trump s'étaient retirés du JCPOA, il s'est passé deux choses. La première, c'est que les Iraniens en ont profité, naturellement, puisque JCPOA a été mis de côté, pour enrichir substantiellement l'uranium en annonçant le passage à 60%. Alors, lorsque vous êtes à 60%, vous avez fait en termes de besoins énergétiques de fabrication de l'uranium enrichi, vous avez fait pratiquement les 9/10 du chemin, hein, vers ce qu'il faut pour faire la bombe. Hein. Et ça, c'est la conséquence très directe de la sortie des États-Unis du JCPOA. Et de l'autre côté, l'Iran a poursuivi sa campagne entre les guerres. Dans cette campagne, il y a eu élimination de savants iraniens, d'installations iraniennes, avec beaucoup de succès. Il faut l'ajouter. Mais le problème avec l'arme nucléaire, c'est basiquement, on sait comment la fabriquer depuis quand même 3/4 de siècle. Hein. C'est une fois que vous avez maîtrisé les données d'entrée que sont la production de matières fissiles et que vous avez les données techniques en main et les ingénieurs et les techniciens formés, la fin des opérations est en fait relativement simple et vous pouvez faire exploser autant de dépôts, de hangars, d'usines que vous voulez. Et à ce moment-là, il est trop tard. Je veux dire, moi, j'espère qu'on trouvera le moyen, par exemple, du côté israélien, de mettre en drapeau les installations souterraines de Fordo, celles qui sont vraiment très, très, très profondément sous terre. Et il y a des indications sur lesquelles les Israéliens ont des informations très précises qui faciliteraient, le cas échéant, ce genre d'opération très difficile. Mais tel serait-il le cas, ça empêcherait davantage d'enrichissement dans cet endroit-là. Ça n'empêcherait pas, avec la matière fissile déjà produite, de poursuivre les travaux en aval. C'est pour cela que le détail de la négociation et de ce qui en sortira est tellement important et qu'il ne faut surtout pas donner Enfin, moi, je me refuse de donner une réponse à l'emporte-pièce sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois, hein, parce que je sais que c'est dans ces termes-là que c'est souvent mis sur la table, et je ne doute pas que ce soit aussi dans ces termes-là que l'on cause à l'intérieur de nos délégations. Mais je ne sais pas ce qui sortira. Pardon, je reviens aux Américains et au nucléaire iranien, parce que Macron et Biden se sont retrouvés hier, on a vu les images, ils se tiennent par l'épaule, on les retrouve comme les meilleurs amis. C'est une nouvelle page qui tourne, et est-ce que ce partenariat dont on parle peut s'étendre à l'Iran, à la question iranienne? La réponse courte est oui. Biden n'a aucune envie de voir s'engager de nouvelles guerres au Moyen-Orient. Il a été élu pour faire de la politique intérieure. Ce n'est pas parce qu'il fait une séquence de 8 jours à l'étranger, G7, Bruxelles NATO, Bruxelles UE et Poutine à Genève, qu'il faut croire que la politique étrangère, c'est sa priorité. Non, la politique étrangère, et spécialement la politique au Moyen-Orient, n'est pas sa priorité. Donc il veut avoir autant de tranquillité que faire se peut du côté moyen-oriental. Il y arrivera ou il n'y arrivera pas. Le Moyen-Orient a généralement pour habitude de rattraper ceux qui veulent s'en désengager. Donc de ce côté-là,
on n'est pas, on n'a pas un clivage euro-américain ou franco-américain sur l'art et la manière de gérer l'Iran. De ce point de vue-là, Macron et Biden s'entendront et continueront de s'entendre très bien. Anne-Sophie Sauban. Oui, juste comme l'a dit François, la situation a changé depuis 2015, depuis le moment de la signature de l'accord nucléaire. Il y a un dernier rapport, je crois, de l'AIEA qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière, qui disait que donc effectivement l'enrichissement de l'uranium de l'Iran est 16 fois supérieur à la limite qui a été fixée par l'accord nucléaire. Donc c'est important de le rappeler. Et effectivement, sur la France, les États-Unis, l'Europe et les États-Unis, il y a une analyse commune de la menace iranienne, de ces trois sujets, nucléaire, balistique, régional. Il y avait un désaccord profond entre Trump et les Européens sur la manière de faire face à cette menace. Et il y avait eu cette volonté, effectivement, de faire un accord nucléaire, donc le séparer des autres sujets, parce qu'il est très complexe, parce que c'est en soi un tellement... François le sait mieux que tout le monde, sûrement à cette table, un sujet tellement complexe qui méritait un accord à part entière, mais avec cette idée qu'une fois l'accord nucléaire conclu, les autres dossiers de négociation pourraient être ouverts. Donc moi, il me semble que l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est de voir si ces négociations aboutissent sur le JCPOA, qu'il y a une levée effective des sanctions qui permettent un retour dans l'accord nucléaire. Quelle sera ensuite la marge de manœuvre commune des Américains et des Européens qui, pour le coup, pourront s'entendre sur le sujet parce qu'effectivement, Biden et Macron et les Européens sont plus alignés. Mais quelles seront leurs marges de manœuvre pour ensuite adresser ces deux autres volets que sont la prolifération balistique et la déstabilisation régionale. Et ce sera clé, je pense, dans notre capacité collective à faire face à la menace iranienne. Oui, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord là-dessus. Et le problème, bien sûr, c'est qu'il y a une asymétrie des intérêts, c'est-à-dire pour les Iraniens, et le sort du Hezbollah est quelque chose de beaucoup plus important que ce ne l'est pour les Américains ou les Français. Le Hezbollah, encore une fois, c'est un intérêt vital iranien, depuis sa création en 1982. Il y a des constantes comme ça, des choses qui ne changent pas. Et le sort du Hezbollah est largement lié à celui de la Syrie, qui est largement lié à Bachar el-Assad, qui est largement lié à la présence iranienne et russe. Est-ce que les Américains et les Français ont envie d'ouvrir un front politico-diplomatique en Syrie ? Je crois que la réponse courte est non, en 3 lettres, N-O-N. Donc, quelque part, la messe est dite. Alors, ça peut être un petit peu différent pour le Yémen, encore que. On ne voit quand même pas trop les signes. Par contre, les Américains continueront à être très actifs dans leur politique d'influence en Irak, pour tenir pièce aux Iraniens dans ce pays qui continue à regarder en grande partie vers les US. Alors, on va parler de la promulgation du nouveau gouvernement en Israël devant la Knesset, réunion cet après-midi. On va entendre aussi Rachel Binas sur le Hezbollah, puisqu'elle a signé un grand article dans Le Point sous le titre « Le Hezbollah tisse sa toile en France ». Le 4 quarts politique de la semaine, nous abordons donc maintenant la nouvelle coalition dite de changement en Israël qui devrait être mise en place aujourd'hui dans les heures qui viennent. Si rien... il faut être prudent, hein, François Hesbourg. Si rien ne vient contrecarrer le mouvement annoncé. Alors écoutez, ce nouveau gouvernement et la répartition des portefeuilles a quelque chose de surréaliste. Hein. C'est extraordinaire. Alors, on voit Lieberman aux finances, on voit Benny Gantz à la défense, on voit Lapid aux affaires étrangères, on voit les différents partis des deux extrêmes de l'échiquier qui se retrouvent là-dedans.
Et je ne sais pas si ce gouvernement passera. Si je vais faire un pari, allez, soyons parieurs un instant, moi je parierais pour un vote d'investiture positif. Un ric et rac, mais je parie a priori pour le vote d'investiture. La question est de savoir combien de temps va durer ce gouvernement. Je pense que la réponse, elle est dictée par un facteur et un seul. C'est l'avenir personnel, judiciaire de Benjamin Netanyahou. Je pense que l'objectif de ce gouvernement, c'est de mettre en cabane le Premier ministre, l'olmertisation, si je puis dire, de Netanyahou. C'est l'objectif, de sortir de la vie politique en le faisant rentrer dans l'univers carcéral. Et je le dis très brutalement, mais je crois que c'est ça. Et sinon, je ne vois pas très bien quel est le lien qui peut exister au sein de ce gouvernement. J'espère me tromper. Peut-être qu'il y aura une divine surprise et que... C'est-à-dire, c'est un gouvernement de tout sauf Bibi. Ah, c'est tout sauf Bibi. C'est vraiment sortir Bibi du jeu, et de façon aussi définitive que le permettent les lois de l'État d'Israël. Alors, si c'est le cas, et si la Knesset se prononce pour le gouvernement Bennett-Lapid cet après-midi, on devrait assister au dernier discours de Binyamin Netanyahou et à son bilan. Vous qui le connaissez bien, François Hesbourg, quelle sera la teneur de ce discours ? Moi, je l'imagine assez bien en train de dresser son propre éloge stratégique. Bon, regardant une décennie et demie en arrière, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était à la tête du gouvernement? C'est la gestion de l'affaire iranienne, c'est la gestion de l'affaire syrienne, c'est la gestion du croisement entre les deux. Est-ce que des bonnes décisions ont été prises pendant cette période? Est-ce que les décisions ont été catastrophiques pendant cette période? Je pense qu'il n'y aurait pas de trop grandes difficultés à rappeler qu'il est stratège dans l'âme et qu'il a été plutôt... et qu'il a eu plutôt un bon résultat. C'est-à-dire dans l'affaire syrienne, Israël n'a pas eu à souffrir du même type d'errement que pendant les années 80-90, lorsqu'il y avait eu à gérer la présence israélienne au Liban, l'invasion du Liban, la confrontation avec la Syrie au Liban, et ainsi de suite. Et cette fois-ci, les 10 dernières années, Israël est arrivé je touche du bois, mais Israël est arrivé à ses fins stratégiques avec un minimum de casse pour Israël. Du côté du Hamas, c'est un peu moins évident, mais le Hamas, fondamentalement, ce n'est pas une menace du même ordre de grandeur que la combinaison Syrie-Iran, Hezbollah, là où le Hamas a pu balancer quelques milliers de missiles, pour la plupart relativement rudimentaires et fort peu précis, le Hezbollah est capable d'en envoyer 100 fois plus, avec un niveau de précision et une allonge nettement plus importante. Et tous les stratèges israéliens savent cela. Or ça, Bibi, avec la poursuite de la campagne entre les guerres, a joué plutôt en finesse. Il a évité de se faire prendre les doigts dans la porte, si je puis dire, de la guerre syrienne, qui dure quand même depuis 10 ans, avec des centaines de milliers de morts. Tout ça à la frontière d'Israël. Donc cet éloge-là, il pourra se le faire lui-même avec une certaine crédibilité. Je passe sur tout le reste qui est, en termes de vie politique, de vie morale de l'État d'Israël, évidemment l'essentiel. Et là, le bilan, ce n'est pas lui qui va se le noircir, hein, même s'il y a de quoi faire. Hein.
Alors, Anne-Sophie Seban, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression que c'est ficelé, que c'est plié, ou est-ce que la zone d'incertitude demeure quand même importante dans la mesure où on disait avant d'entrer dans ce studio que la défection d'un député serait supportable pour l'investiture. En revanche, s'il y avait deux députés qui faisaient défection, ça mettait en question l'ensemble de l'arrangement. Oui, tout à fait. Moi, je serais très prudente. Il reste encore quelques heures. On a vu ce qui peut se passer en quelques heures dans la vie politique israélienne. Il a fallu quand même 4 élections pour qu'effectivement cette coalition très hétéroclite, mais qui se retrouve sur le rejet de Netanyahou, se mette d'accord. Et c'est vrai que c'est vraiment, je pense, un sentiment anti-Netanyahou tellement fort qu'il a fini par prendre le dessus sur les différences, les grands écarts entre les formations politiques qui rejoignent aujourd'hui la coalition. Benjamin Netanyahou est au pouvoir depuis 12 ans. C'est un animal politique comme on en a vu rarement dans l'histoire récente. Donc, tout est encore possible, même si je crois aujourd'hui que les membres de la coalition avaient pris aussi toutes les précautions pour s'assurer que les différentes formations signent leur participation à la coalition, etc., et signent un certain nombre de garanties pour que justement il n'y ait pas de désistement de dernière minute. Un mot peut-être sur cette coalition hétéroclite. Il y a quand même quelque chose d'historique sur cette coalition. C'est l'entrée d'une liste arabe islamiste modérée. C'est historique, c'est la première fois dans l'histoire politique d'Israël, à un moment où on a vu des affrontements communautaires très inquiétants entre Arabes israéliens et Israéliens en Israël au cours des derniers événements. Donc c'est quand même symbolique et important de le noter. Et peut-être sur le bilan du coup de Netanyahou aujourd'hui, je rejoins entièrement François Hesbourg. Je pense qu'il a un certain nombre de succès géopolitiques qu'il mettra en avant. Des succès qu'il a réussi à obtenir sous la présidence de Trump, avec le déplacement des ambassades à Jérusalem, avec la reconnaissance de la souveraineté sur le Golan, avec, je pense, la mise en avant des accords de normalisation entre Israël et un certain nombre de pays du Golfe. Enfin, voilà, tout ça fait de Netanyahou un chef de la diplomatie israélienne qui a quand même un bilan positif qui pourra facilement mettre en avant en passant sous le tapis ce qui n'a pas bougé finalement, c'est-à-dire le statu quo avec les Palestiniens qu'il a entretenu, qu'il assume, je crois, hein, quasiment. Alors, je vais vous poser deux questions à l'un et à l'autre. La première, c'est puisque c'est un gouvernement apparemment qui se présente comme un gouvernement technique, donc qui n'est pas chargé et qui va mettre de côté les grandes questions, parce qu'il n'y a aucune entente là-dessus, notamment les questions de politique étrangère, mais sur le fonctionnement et sur l'attribution des différents portefeuilles. Est-ce que ça va marcher? Et le deuxième point, est-ce que, puisque vous parliez du changement de Trump aux États-Unis, de l'administration américaine, est-ce que M. Biden est intervenu plus ou moins à encourager ce type d'alternance? La dernière question, la réponse honnête, c'est je n'en suis fichtre rien. Je pense qu'il aurait été très imprudent de sa part de le faire, mais comme à Washington, tout le monde parle avec tout le monde, il ne serait effectivement pas surprenant que l'entourage de Biden ait fait savoir aux amis israéliens que oui, ce serait que les États-Unis n'auraient aucun problème s'il y avait un autre gouvernement qu'un gouvernement dirigé par Bibi Netanyahou. Dans ce sens-là, je pense que ça ne se passe pas comme du temps de Trump, où l'ingérence américaine était très directe, puisque Trump voulait jouer avec Bibi et apparemment avec personne d'autre. Donc là, oui, là il y a
une vraie différence. Sur le caractère technique, et même si la plupart des personnes dont nous parlons qui pourraient faire partie de ce gouvernement sont des animaux politiques d'un pur sucre, Avigdor Lieberman ne me fera pas comme étant un technicien, par exemple. Je pense qu'il serait lui-même très surpris de ce qualificatif. Le fait est que sur les grands dossiers, l'affaire iranienne, l'affaire syrienne, les accords d'Abraham, et ainsi de suite. Et il n'y a pas d'urgence particulière à inventer une nouvelle politique pour le moment. Un certain nombre de choses ont été obtenues, soit du fait de l'action directe d'Israël, je pense notamment à la façon de gérer la guerre syrienne, soit par le truchement américain, ce qu'on a évoqué, ce qu'Anne-Sophie a évoqué tout à l'heure avec Jérusalem, et ainsi de suite. Et tout ça reste en place. Il y a des acquis et ils peuvent être gérés. Même dans l'hypothèse où il y a un accord nucléaire avec l'Iran relooké, et qui ne plaisent pas forcément beaucoup à Israël, rien n'empêche Israël de continuer, peut-être avec un niveau de bruit un peu plus faible, mais en substance de poursuivre la même politique qu'avant. Et je dis même avant que Trump ne sorte du JCPOA, c'est-à-dire Israël n'a jamais cessé, au fil des 2 dernières décennies, de mettre son grain de sel en Natanz avec les attaques cybernétiques, dans le programme nucléaire en éliminant tel ou tel physicien. Ce genre de choses-là pourra par ailleurs continuer. Donc, même si l'olmertisation de Bibi peut prendre un certain temps, le gouvernement n'est pas forcément menacé à court terme, sauf bien entendu si dans le contexte international et sécuritaire un changement majeur et inattendu devait se produire, ce qui peut toujours arriver. Mais enfin, pour l'instant, on ne le voit pas venir. Anne-Sophie Seban. Oui, alors sur l'intervention des États-Unis pour encourager ce nouveau gouvernement, je serais aussi extrêmement prudente. D'abord, on n'en sait rien. Ensuite, même du point de vue de Biden, je serais prudente, parce que Naftali Bennett, Premier ministre d'Israël, c'est quand même pas Benjamin Netanyahou. Il a commencé sa carrière politique en étant le bras droit de Netanyahou, mais il s'est démarqué de Netanyahou en marquant ses positions beaucoup plus à droite, beaucoup plus nationalistes. Donc, je serais très prudente. L'avoir comme Premier ministre d'Israël pendant 2 ans ne va pas non plus être une partie de plaisir, je pense, pour les démocrates américains. Et sur la tenue du gouvernement, effectivement, pendant les négociations de coalition, ils se sont mis d'accord pour dire que notamment le traitement du conflit israélo-palestinien serait un peu mis de côté, au moins pendant quelques années, en raison des désaccords entre les différentes formations politiques. D'ailleurs, pendant les événements, le dernier conflit avec Gaza, Bennett, à un moment donné, est sorti des négociations en raison de désaccords trop importants avec la liste arabe. Donc là, c'est vraiment, je pense, le point d'achoppement qui peut... d'un moment à l'autre, qui pourrait faire voler en éclats les choses, parce que sur les sujets de fond, je suis entièrement d'accord avec François Hesbourg. Je pense que c'est des mouvements de fond qui vont se continuer, qui sont des mouvements de long terme, la normalisation avec les pays arabes, etc. Ce qu'a acquis Netanyahou, je pense qu'il n'y aura pas de changement majeur. En revanche, il y a un cessez-le-feu à maintenir avec le Hamas. Comment est-ce que tout ça va tenir dans les semaines, dans les mois qui viennent? Il y a là, par exemple, la marche de Jérusalem qui devait se tenir avec des nationalistes israéliens qui marchent à Jérusalem-Est, etc. Comment est-ce que ce climat va être contenu? Enfin, ça a été interdit pour l'instant par la police israélienne. Ça doit se tenir en principe jeudi. C'est un cadeau que va laisser, j'imagine, Netanyahou à son successeur. Alors, il y a quand même un facteur de stress qui risque d'être introduit dans la marche de ce gouvernement. C'est évidemment le sort d'Abou Mazen.
il y arrivera bien un moment où biologiquement, il ne sera plus en place. Et s'il y a des divisions du côté israélien sur la façon de gérer le dossier palestinien, le moins que l'on puisse dire, c'est que les divisions chez les Palestiniens sont-elles évidemment encore plus profondes, et que la disparition d'Abou Mazen rebattrait les cartes et obligerait le gouvernement israélien à adopter une position. Or, son caractère hétéroclite rendrait la chose très difficile. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Le Hezbollah tisse sa toile en France, c'est le titre d'un reportage très intéressant que vous signez cette semaine dans Le Point. Très intéressant et très inquiétant parce que on découvre que cette milice chiite armée, patronnée par l'Iran, a des ramifications en Europe et notamment en France beaucoup plus importantes qu'on ne pense, Rachel. Tout à fait, parce que le Hezbollah est un petit peu l'impensé en France du risque, et grosso modo des mouvements radicaux issus de la communauté chiite. Les chiites, on n'en a pas énormément en France, donc c'est une question sur laquelle on s'est peu penché. Et pourtant, aujourd'hui, il semblerait que le Hezbollah se finance en partie via des trafics, du blanchiment d'argent en Europe et notamment en France. On sait aujourd'hui que 70% des fonds du Hezbollah proviennent de l'Iran, donc il reste encore 30%, et également des ramifications plus idéologiques, si je puis dire, via certains centres, notamment religieux en France. Donc en effet, c'est une question importante, mais assez sous-traitée dans notre pays. Alors, il y a des activités de blanchiment d'argent et des trafics de drogue dont les bénéfices iraient directement au Hezbollah. Vous expliquez qu'en principe, l'Union européenne et la France, en particulier, distinguent entre la branche armée du Hezbollah et sa branche politique. Et dans la réalité, vous montrez que le Hezbollah se moque de ces distinctions. Si vous voulez, le statut du Hezbollah, il est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté internationale. Par exemple, les États-Unis, le Canada ou les Pays-Bas l'ont placé ont placé le groupe sur leur liste des organisations terroristes. Mais en France, du fait de nos relations avec le Liban, on marche un peu sur des œufs. On se souvient en février 2000 de Lionel Jospin déclarant que le Hezbollah était un groupe terroriste. Jacques Chirac l'avait sermonné et rappelé à l'ordre très rapidement. S'en était suivi un épisode un peu violent à l'université auprès des Palestiniens. Et donc la France a trouvé une solution, une espèce de en même temps, si je puis dire, diplomatique, c'est-à-dire distinguer la branche armée du Hezbollah de sa branche politique, avec bien sûr derrière les relations diplomatiques avec le Liban qui ne doivent pas être détériorées. D'autres pays ne prennent pas ce type de précautions. Pour le moment, dans notre pays, on le fait encore. On verra jusqu'à quand ça pourra tenir. Alors, vous parlez aussi de stockage de nitrate d'ammonium du type de ce qui s'est produit avec l'explosion du port de Beyrouth l'an dernier. Et vous vous appuyez pour ça sur des sources américaines, mais enfin, ces informations sont démenties en France. En France, on nous explique que officiellement que circuler, il n'y a rien à voir. Néanmoins, la France est le premier consommateur de nitrate d'ammonium en Europe. Certainement le deuxième au monde. On sait qu'en Europe, il y a des stocks. Il est possible en effet que la France ait été au moins un pays de transition pour développer ces stocks, et qu'aujourd'hui, tel une espèce d'écureuil, le Hezbollah fait des stocks dans certains pays pour éventuellement par la suite viser des intérêts, des cibles juives ou israéliennes. Ils font ça depuis les années 90. François Hesbourg, qu'est-ce que vous pensez de cette enquête ? Tout ça est évidemment, basiquement exact. Ça fait plusieurs dizaines d'années que le Hezbollah opère des attentats, notamment dans les pays où il dispose de relais en termes de diaspora libanaise.
y compris avec l'utilisation d'explosifs dérivés d'engrais agricoles, ce qui est le cas du nitrate d'ammonium. On se souviendra des massacres à Buenos Aires, en Argentine, par exemple, la destruction de la communauté juive et de l'ambassade d'Israël. Il y a une trentaine d'années dans les bâtiments absolument, de la communauté où il y avait juive. eu quand même, dans un cas, je crois, il y avait eu plus de 100 morts. C'est quelque chose de très, très violent. Par ailleurs, la diaspora libanaise en France est effectivement relativement encore importante, dont bien sûr des membres de la communauté chiite. Il y a aussi, et c'est peut-être ça un chaînon manquant dans le raisonnement qui vient d'être évoqué, il y a aussi la diaspora dite libanaise, ça peut comprendre aussi des Syriens et ainsi de suite, en Afrique occidentale francophone, avec des liaisons entre ces communautés, la France et le Liban. Et en termes de risque d'attentat, et c'est à la limite plutôt vers cette partie-là que je regarderais par exemple contre des intérêts français en Afrique. Bon, le nitrate d'ammonium, que la France en soit un grand consommateur, c'est absolument évident, c'est un grand pays agricole. Je veux dire, je serais très inquiet si on me disait que la France n'est que le 10e consommateur de nitrate d'ammonium. Hein, le nitrate d'ammonium, c'est de l'engrais. Hein, c'est ce qui a été utilisé à Oklahoma City par l'extrême droite américaine et ainsi de suite. On essaye de surveiller les stocks. C'est ce qui a été utilisé aussi par Breivik, le type d'extrême droite à Oslo, dans la première partie de sa ronde terroriste, si je puis dire, en 2011. Mais c'est évidemment très difficile à surveiller, hein, un produit aussi banal. Donc, encore une fois, les Français essayent de surveiller. Il faut simplement espérer que leur surveillance est plus efficace que celle des Norvégiens ou des Américains. 30 secondes pour une conclusion. Ensuite, je vous demanderai votre coup de cœur de la semaine, Anne-Sophie Seban. Très bien. Alors, simplement pour dire que cette enquête, je la trouve vraiment essentielle. Parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours qu'on évoque la présence du Hezbollah en France, qui d'ailleurs bat en brèche la stratégie française, enfin la politique française qui consiste à distinguer les deux branches. On a tendance à considérer que le Hezbollah est effectivement une menace terroriste pour Israël, mais qu'elle est aussi un acteur politique sur la scène libanaise. Mais on oublie souvent que le Hezbollah n'est qu'une seule organisation et qu'elle menace sur le territoire européen. Mais on va y revenir dans une seconde. Alors, non, mais on arrive à la fin. Là, dites-nous simplement en 10 secondes votre coup de cœur de la semaine. Eh bien, justement, je ne savais pas du tout que vous receviez aujourd'hui Rachel Binas, mais c'était mon coup de cœur de la semaine d'avoir vu cette enquête dans Le Point sur le Hezbollah et sa trace en Europe et notamment en France, qui, à mon sens, devrait engager la France à changer de stratégie vis-à-vis de cette organisation qui menace non seulement l'équilibre régional moyen-oriental, mais qui menace aussi l'Europe et très concrètement la France. Merci à vous Anne-Sophie Seban, merci à François Hesbourg et à Rachel Binas. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Mon coup de cœur, Julian Barnes, lauréat du prix Jérusalem. Bonne journée à tous.